mille choses qu'on peut discuter dans ce projet transhumaniste. D'abord, c'est un projet qui est financé pour l'essentiel par Google, par les GAFA, en vérité, GAFAMI, Google, Apple, Amazon, Facebook, et puis IBM et Microsoft, et surtout en Chine par les BATX, qui sont l'équivalent donc des GAFA, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi, qui sont encore plus puissants que les Américains. Le projet des dirigeants de Google est de nous rendre immortels. Et il y a 4 filiales de Google qui travaillent à temps plein sur le projet transhumaniste. Il y a l'Université de la Singularité, il y a Google Brain, il y a DeepMind, et puis il y a évidemment une filiale qui est très très importante, qui s'appelle Calico, qui a été créée en 2013 avec 500 millions de dollars de dotation initiale et qui a rassemblé les meilleurs biologistes du monde, les plus grands informaticiens du monde. Et elle, Calico, ça veut dire California Life Company, et elle travaille uniquement dans le secteur du transhumanisme. Homo Deus, c'est là. Cette révolution du vivant, c'est la bombe atomique du 21e siècle. J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au flipper, le type est entré dans le bar, a commandé un jambon beurre, puis s'est approché de moi, m'a regardé comme ça, t'as des bottes mon pote, elles me battent. Je parie que c'est des Santiago, viens faire un tour dans terrain vague, je vais t'apprendre un jeu rigolo, à grands coups de chaîne de vélo, je te fais tes bottes à la baston, moi j'ai dit, laisse béton. Il m'a filé une baigne, je lui ai filé une torgnole, il m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grolles. J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au comptoir, le type est entré dans le bar, a commandé un café noir, puis m'a tapé sur l'épaule, m'a regardé d'un air drôle, t'as un blouson mec ton, et pas bidon. Moi je me jette sur mon scooter, avec ça je serais un vrai rocker, viens faire un tour dans la ruelle, je te montrerai mon opiné, je te chouraperai ton blouson, moi j'ai dit, laisse béton. Il m'a filé une baigne, je lui filai un marron, il m'a filé une châtaigne, je lui filai mon blouson. La vie a pu exister sur Terre sans transcendance, sans Dieu. Et cela justifie l'idée que nous sommes le fruit du hasard et pas le fruit d'un projet transcendantal. Vous n'avez peut-être pas suivi ça, mais les progrès qui ont été faits dans les technologies pour modifier notre ADN sont stupéfiants depuis 6 mois. Il y a une deuxième invention qui est absolument géniale. 2 jeunes femmes ont inventé en 2012 un sécateur d'ADN absolument génial qui s'appelle le CRISPR-Cas9. En gros, en tout cas, ça permet de couper-coller de l'ADN aussi facilement que vous coupez un mot sur un traitement de texte. Sérieux, t'as cru que cette machine pouvait marcher? Je suis un grand naïf. C'est clair. Pour le type le plus futé du monde, t'es parfois légèrement mou du bulbe. Pourquoi tu nous as rien dit? J'adore le pognon. M'excuse. L'homme, progressivement, cesse d'être un homme pour devenir un objet. De nous transformer en cyborg. La seule chose qui est immortelle, c'est l'objet. Nous sommes mortels, la table ne l'est pas. Parce que sur les objets, on connaît, mais sur les organismes vivants, que ce soit les animaux ou les êtres humains, qui pourront avoir une puce électronique implantée dans le corps. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui, volontairement, permettrait à la fois de payer tout, de tout savoir, mais donc d'être libéré d'un certain nombre de contraintes. Par exemple, on pourra envoyer un message Internet à son frigidaire pour lui poser des questions, on pourra envoyer un message Internet à son automobile, à distance pour savoir ce qu'il en se passe, on pourra à distance savoir si les portes de sa maison sont ouvertes, si les volets sont fermés, si telle chose ou telle chose se passe. Volontairement. Les Chinois sont désormais aussi tous notés. 778 sur 950, 548 c'est moins bien, 748, un bon score. Pour l'instant, c'est une notation bancaire qui atteste de la bonne gestion des comptes et que tout le monde connaît ici. Un bon score donne des avantages, un mauvais enlève des droits. Dans ce cinéma, ceux-là sont de mauvais payeurs. Les visages que nous avons dissimulés, les noms, les adresses se retrouvent en haut de l'affiche. C'est une question de principe. Il faut les dénoncer, ces gens-là. Ces gens ne sont pas honnêtes. Ils doivent payer le prix. Ne pas rembourser? C'est normal de payer ses dettes, sinon il faut les mettre sur la liste noire. Ou sans le savoir. Le portable est l'instrument le plus personnel de chacun d'entre nous. Les gens l'ont tout le temps avec eux et on peut vous suivre à la trace. Les gens s'inquiètent de ce que le gouvernement pourrait faire pour pister les citoyens. Homo Deus, c'est là. Nous sommes le fruit du hasard, sans Dieu, sans Dieu, sans Dieu, sans Dieu.
La morale de cette pauvre histoire, c'est quand t'es tranquille et peinard, faut pas trop traîner dans les bars, à moins d'être fringué en costard. Quand à la fin d'une chanson, tu trouves à poil sans tes bottes, faut avoir de l'imagination pour trouver une chute rigolote. Alors merci pour cette introduction. Je suis ravie de vous parler d'un sujet qui est fort aride et conceptuel, mais qui nous arrive dessus comme une déferlante, même si la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Alors dans cette présentation, en fait, je vais d'abord vous parler de l'intelligence artificielle, comment on en arrive au transhumanisme, l'impact que ça a au niveau sociétal, c'est-à-dire le danger que ça représente pour les démocraties, et c'est déjà le cas. Ensuite, je ferai un focus sur les biotechnologies, parce que les biotechnologies se sont énormément développées depuis la fin des années 90, donc ça fait au moins 20 ans. Et ensuite, je vous montrerai que le transhumanisme est vraiment une techno-religion avec son pape, ses prophètes, ses adeptes et son eschatologie, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un sentiment d'urgence par rapport à l'intelligence artificielle générale. Et comme je suis avec un public chrétien, ça va vous parler. Donc c'est pour ça que c'est d'autant plus dangereux et qu'il faut que les humains se reprennent en main pour décider ensemble de leur futur, puisque sinon, ce futur va nous être imposé, que nous le voulions ou non. Alors, donc de l'IA au transhumanisme, on arrive à une convergence en fait techno-scientifique à partir de domaines qui étaient relativement séparés les uns des autres, grâce à Internet et grâce à la puissance des ordinateurs qui ont grandi de manière exponentielle depuis leur création, avec les micropuces et les puces qui deviennent de plus en plus puissantes et des capacités de calcul qui deviennent elles aussi de plus en plus puissantes. Donc, quelles sont-elles, ces sciences et ces technologies? Eh bien, la première, ce sont les neurosciences dont on nous a parlé ce matin, puisqu'en fait, vous avez vu qu'on peut examiner le cerveau en fonctionnement. Mais pourquoi on est capable de faire ça par rapport aux neurologues dans le passé qui étudiaient sur des cadavres? Là, c'est parce qu'on est capable, grâce à des machines, des scanners, des IRN, des Doppler, etc., de voir le cerveau actif en mouvement. Donc, on est beaucoup plus en mesure de comprendre comment marche la pensée, comment marchent les émotions, etc. S'ajoutent à ça les sciences dites de psychologie et notamment les sciences du comportement. J'y reviendrai après dans la dimension historique parce que c'est très important. Après, il y a les neurotechnologies, les biotechnologies, pardon, qui se sont, comme je vous l'ai dit, beaucoup développées, toujours grâce aux machines. Ce que j'appelle la machine, c'est ordinateur, software, c'est-à-dire les logiciels, et l'Internet. Je dis la machine parce que c'est juste une facilité de langage, mais c'est cet ensemble qui permet d'arriver à aller dans l'infiniment petit. La troisième famille scientifique, c'est les nanotechnologies. Je vous rappelle que nano, c'est 10 puissance moins 9 mètres. Je vais y revenir avec une échelle qui donne une meilleure idée pour mieux comprendre ce qui se passe. Et enfin, la robotique. Le petit robot que je vous ai mis là, il n'est pas anodin parce qu'on pense aux robots dans les industries automobiles, par exemple, qui ont automatisé des tâches et effectivement eu un impact énorme sur l'emploi. Mais lui, il est intéressant, il s'appelle Pepper. Il est sorti en 2014, donc ça fait plus de 10 ans, par une société française. Et il était le premier petit robot à être capable de reconnaître les émotions de base. C'est-à-dire que quand il était en interaction avec un humain, il savait si l'humain avait été triste, était gai, était en colère.
Donc c'était déjà une performance. Cette société a été rachetée par une grosse société de robotique japonaise, puisque tout ce qui est robotique, Android, etc., est beaucoup plus avancé en Asie que chez nous. Donc cette convergence, qu'est-ce qu'elle donne dans le temps? Je vais vous donner des échelles un peu temporelles pour vous y retrouver. D'abord, il y a eu une IA, c'est intelligence artificielle, faible. Ça, c'est ce on appelait ça avant les systèmes experts, 1980-2000. Dans ces systèmes experts, c'était surtout dans l'industrie, pour résoudre des problèmes complexes. Il y avait des logiciels où tous les experts du domaine avaient été consultés pour les fabriquer. Donc, c'était les hauts fourneaux dans l'acier, c'était la recherche pétrolifère, c'était des constructions d'ouvrages sophistiqués en travaux publics, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle une IA consacrée à un domaine d'activité. Après, depuis les années 2000, on est arrivé à l'IA forte. 2000-2030. Qu'est-ce qu'elle a de différent, cette IA? C'est vraiment une intelligence parce qu'elle est capable d'apprendre. Alors, il y a eu des technologies incroyables développées à la fin des années 90 d'apprentissage avec des couches, d'ailleurs, qu'on appelle neuronales, hein, donc on imite le cerveau, mais il faut voir à quelle vitesse ça va par rapport au nôtre, même si nous, on a, combien on a? 50 milliards de neurones. Est-ce qu'on se sert de tous? Peut-être qu'on se sert que de 0,1%. C'était une blague, mais là, les machines sont capables d'apprendre. Et elles sont même capables d'apprendre sous des modalités non supervisées. C'est-à-dire que c'est la machine qui apprend toute seule. Avant, il fallait lui donner plein de données, des milliards et des millions de données, hein, comme un petit enfant, vous lui présentez un chat, il voit un chat une fois, il voit un chat deux fois, il sait que c'est un chat. La machine, il fallait lui donner des milliers d'images de chats. Maintenant, on n'en est plus là. La machine, elle apprend toute seule. Et l'étape suivante, c'est ce qu'on appelle la super IA. C'est ça l'eschatologie, entre guillemets, des transhumanistes, c'est qu'on va arriver à une époque, à un moment où l'intelligence des machines va dépasser celle des hommes. Et ça, selon les experts, 2030, 2040, donc vous voyez, c'est demain matin, hein, ça va arriver, ça. Ça, c'est ce qu'ils appellent la singularité. Et ils nous font peur, ou ils se font peur, ou c'est une réalité, de toute façon, on va le savoir bientôt, en disant, finalement, on va être dépassé par les machines, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fusionner avec les machines. Voilà, c'est ça le rêve des transhumanistes, hein, c'est vraiment de fusionner avec la machine. Alors là, j'ai trouvé ce graphe récemment, puisqu'il date de août 2023, et il vous donne dans quel domaine, déjà les domaines de la vie courante, l'intelligence artificielle a déjà surpassé les humains. Il y a trois courbes intéressantes. La jaune, c'est la reconnaissance des images. Et vous voyez que la ligne, là, c'est la performance humaine. Donc, elle est déjà passée au-dessus de la performance humaine. Et on a la même chose dans le langage. Ça, c'est très inquiétant. Et ça vous expliquera pourquoi la propagande marche de mieux en mieux. Donc, voilà ce que nous dit BCG en août 2020. Il est temps de mettre en place des gouvernements propulsés par l'IA. La pandémie a créé une occasion unique pour les dirigeants de faire pression pour un changement institutionnel audacieux. En laissant une marque permanente sur les sociétés, ce virus a changé les besoins des gens et ce qu'ils attendent de leur gouvernement. L'adoption de l'IA à l'échelle gouvernementale doit commencer par un mandat fort. Les hauts dirigeants doivent définir clairement une stratégie pour que leurs employés adoptent des systèmes numériques. Donc ça veut dire qu'on est en train de préparer la numérisation de tous les États. Au bénéfice de qui? Au bénéfice de quoi? Ça, ce n'est pas dit. Alors pourquoi les démocraties sont en danger, à mon avis? Eh bien parce qu'on se rend compte qu'on est de plus en plus dirigé par des technocrates. Vous êtes d'accord avec ça?
c'est mon avis, hein, je vous oblige pas à le partager, mais nous sommes tous sous la coupe de l'UE maintenant. À l'UE, ce sont des gens non élus. Alors les députés européens un peu, mais avec un pourcentage de participation extrêmement faible, mais très franchement, ils s'en fichent du moment qu'ils sont au Parlement. Et on voit que le Parlement européen, les députés n'ont qu'un rôle consultatif. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais finalement, ça ne empêche pas les technocrates de décider. Ensuite, on va voir les milliardaires globalistes, je vais en reparler, mais c'est eux qui influent sur les politiques. Je pense qu'on le voit de plus en plus. Avant, ça se voyait moins, maintenant, on le voit plus. Et puis, ils ont des projets pour nous, hein, c'est-à-dire un portefeuille d'identité numérique. Vous savez ce que c'est? C'est-à-dire que dans ce même portefeuille d'identité numérique, il y aura toutes vos données bancaires et toutes vos données vaccinales. Autrement dit, si vous n'êtes pas à jour de vos vaccins, ben, il faudra rester chez vous, mon brave monsieur ou ma brave dame. Et puis, il y aura, on parle beaucoup, puisque l'intelligence artificielle prend le pas sur les hommes, puisqu'on pousse cette intelligence artificielle, donc de moins en moins d'emplois, puisque de plus en plus d'automatisation, eh bien, on va mettre en place un revenu universel, formidable, sous condition. Une condition, ce sera, est-ce que votre carnet vaccinal est à jour? Est-ce que le carnet vaccinal de votre enfant est à jour? Etc., etc. Et puis, nos gouvernements, est-ce qu'ils obéissent pas finalement à cette technocratie, puisque on se rend compte que beaucoup des responsables politiques européens, américains, australiens, enfin, on va dire tous les pays dits occidentaux, sont tous passés par le Forum économique mondial et le fameux programme Young Global Leaders, le programme pour les jeunes leaders, et dont Macron, hein, bien sûr, Angela Merkel, etc. Et que eux, ils ont visiblement un agenda globaliste. Ils s'en cachent pas. Hein, il suffit d'aller sur leur site et vous verrez, ils veulent faire ce monde global, mais qui est à leur profit. Hein, c'est pas au profit des peuples. Donc, enfin, on y reviendra après. Donc, elles sont en danger. Comment elles ont été mises sous influence? Eh bien, par ces fameux partenariats publics-privés décidés souvent en haut lieu. Comme le dit Klaus Schwab, que je pense tout le monde en a entendu parler, qui est président fondateur du Forum économique mondial, la pandémie représente une fenêtre rare mais étroite d'opportunités pour réfléchir, réimaginer et réinitialiser notre monde. Donc c'est ce qu'on appelle le Great Reset, le grand reset. Alors les gouvernements, ils sont sous contrôle comment? Ben, il y a ces fameux collusions publiques-privées, du lobbying. Il y a deux places de lobbying extrêmement importantes dans le monde, ben, c'est Washington et Bruxelles, hein, comme par hasard. Et puis les lobbies, ben, ils aident à faire passer les lois, hein, et ils aident avec des budgets conséquents. On va le dire comme ça. Conflit d'intérêts, corruption systémique. Alors, ce qu'on appelle les revolving doors, ça se voit beaucoup plus aux États-Unis peut-être, mais chez nous, en cherchant, on trouve aussi. C'est ceux qui sont à la FDA ou au CDC. Après, ils sont au conseil d'administration des grandes entreprises pharmaceutiques. Et vice-versa. Après, ils reviennent. Hein, c'est ça. Donc, c'est ce qu'on appelle regulatory capture, donc la capture des organes de régulation des pays qui auraient dû rester indépendants pour décider pour le bien commun, mais là, ce n'est plus le cas, et à mon avis, ça fait déjà un certain temps que ça dure, sauf que ça se voyait moins. Mais qui est-ce qui a cité ce matin le rapport du Sénat après H1N1 2000. Voilà. Bon, moi, je l'ai lu, hein, ce rapport, et c'est vrai, il disait déjà que c'était absolument scandaleux. Bah, on n'a rien fait hein, derrière. Ils n'ont pas légiféré pour dire on ne peut plus avoir une collusion publique-privée et une mainmise des laboratoires pharmaceutiques sur le ministre de la Santé ou ceux qui décident des AMM, etc. Ils l'avaient dit à l'époque, mais ils n'ont pas légiféré. Donc on le savait déjà à l'époque.
Et malheureusement, alors la corruption, elle est à tous les étages, hein, et elle ressemble vraiment au procédé des cartels mafieux. C'est-à-dire que des rétrocommissions, du chantage, des pots de vin, de l'intimidation, de l'extorsion. Donc, malheureusement, c'est peut-être difficile à accepter, mais c'est quand même une réalité. Et le Covid nous l'a peut-être mis, on en a pris, je pense, plein la figure. Beaucoup d'entre nous, peut-être, avaient une confiance raisonnable dans les humains sont les humains, hein, corruptibles à partir de quel niveau de corruption. Mais personnellement, je ne pensais pas que c'était à ce point-là, que la corruption avait infiltré les organes de régulation, les administrations, etc. Les données personnelles médicales et génomiques. Alors, le secret médical, hein, dont on parlait avec vous, Bernard, c'est devenu du pipeau, hein, alors que c'est inscrit dans le code de la santé publique, c'est inscrit dans le code civil, etc., que le corps est inviolable. Et chaque citoyen, si vous voulez, devient facilement manipulable. Parce que souvent, moi, les gens me disent « Mais comment ça se fait que les gens ne se rendent pas compte ?» Et je crois qu'on est manipulé depuis la plus tendre enfance. Et malheureusement, je vois beaucoup de gens bien éduqués, qui ont des beaux diplômes, mais qui sont très formatés, qui n'ont plus ce recul, cet esprit critique. Et Edward Snowden, vous voyez qui c'est, hein, un lanceur d'alerte qui vit en Russie depuis 10 ans. Il a alerté sur la vente de ces données et il a critiqué directement Emmanuel Macron, puisque, ça peut-être que vous ne le saviez pas non plus, mais en octobre 2020, pendant le 2e confinement, eh bien, le gouvernement français a choisi Microsoft pour héberger nos données de santé. Alors qu'il y a une grosse plateforme que vous connaissez peut-être, OVH, française, qui aurait pu très bien, d'ailleurs elle faisait partie de l'appel d'offres, comment ça se fait qu'on ait choisi Microsoft? Donc voilà ce qu'il dit, hein, c'est pas moi qui le dis, le gouvernement français capitule face au cartel du cloud et fournit les informations médicales du pays directement à Microsoft. C'est grave ça quand même. Il n'y a plus la priorité nationale, c'est-à-dire ce sont nos données, les données de nos citoyens français. Nous avons des lois qui demandent le respect du secret médical. C'est passé où? C'est passé à la trappe. Donc déjà, le Forum économique mondial en 2016 disait « D'ici 2030, après le grand reset, vous ne posséderez rien, n'aurez plus aucune vie privée et serez heureux. » Dissonance cognitive. Bon. Et là, il y a ce bonnet là qu'on voit. On voit ce bonnet sur le site. 2016, hein, donc on est déjà revenu en arrière. Donc il s'agit bien quand même, je pense l'avoir montré en quelques slides, d'imposer un nouvel ordre mondial et où les États souverains qui fondent nos démocraties, eh bien, ils ont été annexés par une plutocratie. Donc une plutocratie, c'est les gens les plus riches, ou une oligarchie de globalistes non élus, en abusant des partenariats publics-privés qui consistent en fait à piller la richesse collective, hein, donc s'approprier le bien commun au profit des initiés. Donc l'objectif est d'entraîner à marche forcée les peuples vers un gouvernement mondial, assisté des institutions internationales telles que l'ONU et l'OMS, qui ont été elles aussi capturées depuis des décennies. Il y a des gens qui ont pensé la technocratie et qui en ont défini les principes. Ça s'est passé, c'est du scientisme pour moi. C'est-à-dire la science devient une religion. Et finalement, ils se sont dit il faut organiser la société selon des principes scientifiques, entre guillemets. Et ça s'est passé à l'université Columbia à New York dans les années 30. Donc vous voyez, ça a presque 100 ans. Hein. Intéressant, parce que la propagande, je vais y venir après, ça a aussi 100 ans. Donc c'est quand même assez bien rodé, on va dire, et affiné grâce à la technologie informatique.
Et ceux qui ont pensé ça, c'était un groupe autour d'un dénommé Howard Scott, qui, à la suite de la crise de 29, si vous voulez, la crise de 29, ça a été une crise terrible. Les gens se sont retrouvés sans argent, sans travail, avec une extrême pauvreté, enfin le peuple, on va dire. Et ils se sont dit, finalement, le système capitaliste, ça marche pas. C'est la faillite du capitalisme et du soi-disant libre marché, même s'il n'était pas vraiment libre, mais il l'était plus qu'aujourd'hui. Donc, il faut mettre en place un nouveau système sociétal qui s'appelle la technocratie, où on aura des principes issus de la vie scientifique. Moi, je l'appelle le rêve de l'ingénieur, quoi. On va tout organiser, on va tout contrôler, et ça sera beaucoup mieux derrière. Et pour faire ça, ils avaient quand même conscience que les humains, certes, ce sont du bétail pour eux, mais c'est quand même difficile de les contraindre à aller dans le sens de ce qu'on voudrait qu'ils fassent. Donc, on utilisera l'ingénierie sociale. C'est grâce à l'ingénierie sociale qu'il est possible d'imposer de manière incrémentale une technocratie. Et ceci aussi, ça a été théorisé grâce notamment à Bernays, dont vous avez entendu parler aussi, puisqu'il est accessoirement le neveu de Freud, mais il était aux États-Unis. Il a écrit ce livre Propaganda, et moi je l'ai lu, ce livre, 1928, et il vous explique cible par cible comment il faut vendre un produit, un service, un message. Donc c'est déjà les bases, moi je ne l'avais pas compris quand j'ai fait mes études, de ce qui va devenir la publicité, les relations publiques et le marketing qui sont déployés dans nos sociétés modernes depuis longtemps, depuis des décennies. Là, les techniques d'influence, elles sont connues. La première, c'est la peur. Donc, c'est une émotion qui est extrêmement puissante, qui est extrêmement basse en termes vibratoires aussi. Donc, quand on a peur de perdre, d'être blessé, d'être attaqué, on est prêt à accepter des solutions qu'on n'aurait pas acceptées sinon. Donc, par exemple, il y a un virus très dangereux, il faudrait mieux écouter ce que nous dit le gouvernement. Ça vous rappelle quelque chose, non? C'est en 2020. Alors, la technique, elle est très vieille. Machiavel, 1532, Le Prince. Il y a deux manières de rester au pouvoir, la peur ou l'amour. L'amour, c'est compliqué, donc gardez la peur. Donc, on est bien au profit des élites globalistes. Alors, je vais quand même vous parler de Zbigniew Brzezinski. Lui, il a écrit de nombreux ouvrages, et là où je dis que c'est quand même un visionnaire incroyable, qui pensait 50 ans à l'avance, en 70, il écrit un livre qui s'appelle Between Two Ages, Entre deux ères, America in the Technetronic Era, c'est-à-dire le rôle de l'Amérique à l'époque technétronique, c'est-à-dire qu'il avait anticipé le rôle qu'allait jouer la technologie. C'était quand même très fort, j'avoue que... Alors voilà quelques extraits. Donc, parce que lui, il a réhabilité les principes de la technocratie. C'est pour ça que je vous ai parlé de la technocratie avant. Le marxisme était un tremplin nécessaire pour arriver à l'ère technocratique. Donc le marxisme, on avait mis tout le monde au même niveau avec les régimes terribles de Staline et de Mao et ce qui en a suivi. Donc, dans sa pensée, il fallait avoir expérimenté avec le marxisme pour en arriver à la technocratie, donc à la prise de contrôle par la technocratie de l'ensemble de la planète, parce qu'ils n'avaient pas de limite. L'ère technétronique, donc c'est l'ère actuelle, où la technologie est partout, a fait des bonds considérables, implique une société graduellement plus contrôlée. J'espère que vous comprenez ce que ça veut dire. Cette société sera dominée par une élite libérée des valeurs traditionnelles. J'adore, parce que les valeurs traditionnelles, c'est les valeurs judéo-chrétiennes qui fondent nos sociétés. Nous sommes des sociétés judéo-chrétiennes avec des valeurs, une morale, une éthique,
des choses qu'on a le droit de faire, des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Donc, alors évidemment qu'il y a des faiblesses, mais c'est quand même ça qui fonde nos sociétés. Eh bien, ces élites sont libérées de ces valeurs traditionnelles. No comment, hein, vous avez compris ce que je veux dire. Et puis, voilà ce qu'on fait des masses. Dans peu de temps, les citoyens seront incapables de raisonner ou de penser par eux-mêmes. Ils ne pourront que répéter comme des perroquets les informations qui leur auront été transmises par les journaux télévisés de la veille. Le transhumanisme, c'est donc quand même une idéologie qui veut augmenter l'homme. Donc vous avez compris qu'on a affaire à des matérialistes. Il y a quelques transhumanistes qui se disent spiritualistes, mais la majorité sont des matérialistes. Et ils veulent donc augmenter l'homme avec la machine et aller jusqu'à fusionner avec elle. Donc l'intégrité, si vous voulez, du corps humain. En fait, ce que j'ai compris, moi, en étudiant tous ces sujets, c'est qu'il fallait faire sauter tous les verrous. C'est le professeur Karl Hecht, c'est ce monsieur-là. J'admire beaucoup, enfin, je trouvais ça admirable parce que c'est un monsieur qui a 96 ans, professeur de neurophysiologie, et il vient d'Allemagne de l'Est. Donc, il a connu les travaux qui étaient faits dans un environnement totalitaire sur les recherches sur comment on fait pour influencer et contrôler les pensées et les émotions à distance. Et on peut le faire grâce à des générateurs de certaines longueurs d'onde et maintenant les téléphones mobiles. Et on a fait ces expériences il y a déjà fort longtemps sur des primates. Et lui, il affirme qu'il y a déjà des armes psychotroniques qui existent et qui sont utilisées aussi bien par l'armée américaine que par les militaires russes pour provoquer peur, passivité, agressivité dans la population. Les nanotechnologies, je vous montre un peu cette échelle parce que c'est difficile à comprendre pour la majorité d'entre nous qu'est-ce que c'est 10 puissance moins 9 mètres. Donc sur cette échelle, on voit bien là, ça va? Vous voyez que la fourmi, c'est 1 cm, globule rouge, c'est 0,01 mm. Quand on arrive à l'échelle de la bactérie, on est en micromètres. À l'échelle du virus, on est en nanomètres. Donc, ce qui est extraordinaire avec les nanotechnologies, c'est que maintenant, on est capable de fabriquer des matériaux, des objets, des senseurs, des robots à cette échelle-là. Et c'est vrai que c'est une performance technologique incroyable, mais qui a été rendue possible grâce à l'informatique d'aujourd'hui. C'est parce qu'on a ces capacités et ces puissances de calcul qu'on en est capable. Donc, les nanotechnologies, elles ont beaucoup été développées sur des systèmes matériels, hein, c'est-à-dire des bétons, des polymères, des métaux. Et à cette échelle, ces matériaux ont des propriétés extraordinaires, donc de supraconductivité, d'extrême souplesse, de résistance, etc. Donc c'est tout un champ extrêmement important de la technologie, mais qui a trouvé un mariage avec la biologie, puisqu'on est à la même échelle. Donc, on a toutes ces biotech qui se sont développées avec des startups, mais surtout, n'oubliez pas que les startups, ça marche que parce qu'il y a des financements. Le but avoué, maintenant on peut dire qu'ils le disent, c'est de fabriquer des cyborgs. Alors, il y a une différence à faire entre les androïdes, ce sont des robots qui nous ressemblent, d'accord? Donc, derrière, ils sont connectés à Internet et ils peuvent avoir une apparence humaine. Hein. Par exemple, il y a des présentateurs TV en Asie qui sont des robots. C'est tellement... on n'arrive à peine plus à dire à faire la différence. Et les cyborgs, c'est plutôt l'humain augmenté. Avec, alors, quelqu'un qui a une prothèse de hanche, on peut dire qu'il est déjà augmenté. Mais c'est une chose. C'est tant mieux si on a pu lui mettre une prothèse. Mais là, ce qui est recherché, c'est vraiment
la fusion, ce qu'on appelle la biologie synthétique. Ça aussi, c'est une découverte absolument extraordinaire, des biosenseurs nano à base d'hydrogel. Alors l'hydrogel, c'est une invention d'une société qui au départ s'appelait Profusa, mais c'est beaucoup utilisé dans la biologie synthétique. Ça a été financé par la DARPA, dont je vous ai parlé tout à l'heure, département avancé de la recherche pour la défense américaine. Et il s'agissait de mettre au point une substance biocompatible, puisque le corps, il rejette quelque chose. Si on lui envoyait, je sais pas, des nanoparticules de béton ou de polymère, il le rejetterait. Donc, il fallait que ça soit biocompatible. Donc là, vous voyez, c'est ce petite chose verte, jaune, qui est injectée et qui permet, c'est une interface, en fait, bioélectronique, qui permet de monitorer l'individu sur son taux d'oxygène, hein, donc en permanence. Et après, on peut lire, il y a ce petit lecteur là que la cycliste porte au-dessus, et on peut lire en permanence son taux d'oxygène, donc savoir si elle en manque, elle en manque pas, elle a fait du sport, etc. Donc c'est toujours... Moi, j'appelle ça des couches d'intentionnalité, c'est-à-dire c'est toujours vendu pour le bien-être, pour votre santé, Ça, c'est la couche externe, mais c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe derrière. Donc là, la DARPA, j'ai écouté le médecin militaire qui expliquait combien il était satisfait de cette extraordinaire invention qu'ils ont sous-traité, et il disait, ben voilà, ça va nous permettre de suivre nos soldats en déplacement, si jamais ils tombent malades ou si il est en... Bon, mais évidemment, c'est une surveillance 24 heures sur 24 via le cloud. Donc, vous voyez que c'est bidirectionnel, hein, donc... Quelqu'un dont on parle beaucoup, enfin aux États-Unis on en parle beaucoup, je ne sais pas si on en parle beaucoup ici, c'est Elon Musk, puisqu'il a entre autres racheté Twitter, mais il est impliqué dans... C'est un transhumaniste convaincu, hein, comme tous les milliardaires de la Silicon Valley, et il a créé l'entreprise Neuralink en 2016 pour créer une sorte d'implant, si vous voulez, qui va être implanté pour communiquer avec le cerveau. Dans un premier temps, alors les études ont été faites sur des singes et sur des cochons, et là, il a eu l'approbation de la FDA pour commencer les essais cliniques sur des cerveaux humains. Donc, ça va être destiné, dit-il, aux tétraplégiques. Alors évidemment, on se dit, bah, c'est formidable, ça permet aux gens de remarcher, etc. Mais il affirme aussi, au moins il a le courage de ses opinions, qu'il espère pouvoir connecter à la machine des millions d'individus qui vont plutôt faire ce choix-là, de fusionner avec la machine, plutôt que d'être dominés par l'intelligence artificielle générale. Ce transhumanisme, c'est vraiment une techno-religion, puisque la technologie est une solution divine à tous nos problèmes, et avec une ambition d'immortalité. Alors, comme j'avais dit quand on m'avait interviewé, je dis c'est très élitiste, hein, c'est pas tout le monde qui va devenir immortel, c'est les élites globalistes visent l'immortalité. Si elles peuvent se servir de millions de cobayes, pourquoi pas. Donc le pape, c'est lui, Ray Kurzweil, et il est maintenant directeur de l'ingénierie chez Google depuis 10 ans. Et pour lui, c'est notre avenir, hein, la fusion entre la technologie et la biologie, et on doit devenir super-humain. Moi, j'ai l'impression qu'il y en aura quelques-uns qui vont devenir super-humains, puis les autres, pour moi, c'est néo-féodal, hein, c'est les suzerains technocratiques avec la plèbe. Alors lui, il a écrit vraiment plusieurs livres, hein, y compris les machines spirituelles en 2000. Et à la question est-ce que Dieu existe, il répond non, mais nous y travaillons.
Ce qui nous arrive, c'est la technosurveillance, un contrôle des populations pour réaliser le rêve des globalistes. Voilà. Donc nous sommes dans le rêve de quelqu'un d'autre et si ce rêve ne nous plaît pas, il nous faut nous inventer le nôtre. Merci. Aujourd'hui, au bout de ça, on parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand ça? Certainement dans les 10 années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans notre peau. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. On appelle quelqu'un, on n'a même plus le réflexe de devoir prendre un appareil, ça se fait naturellement. Hein. La technique continue le corps. Oui, naturellement, ça devient, comment dirais-je, intégré dans votre personnalité. Mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Ce changement technologique, cette révolution, quatrième, je l'appelle, va changer tous les secteurs industriels, ça va changer nos marchés d'emploi, ça va changer notre système d'éducation. Je crois que nous ne sommes pas conscients de l'impact et de la vitesse que cette révolution va avoir. Nous avons des vraies valeurs à défendre. C'est la liberté personnelle, ce sont les droits de l'homme, c'est laïcité, etc. Il faut se reconnaître sur ces valeurs et je crois, là, il y a aussi de force de survivre parce qu'on a la meilleure côté de l'histoire. Mais je crois qu'il faut toujours se rappeler le mot de Charles Darwin. C'est pas le plus fort qui à la fin va survivre, mais c'est celui qui s'adapte le mieux au changement. Il y a même ce rêve d'immortalité ou en tout cas d'une vie très prolongée. On dit voilà, petit à petit on pourra remplacer chaque organe défaillant, peut-être même un jour remplacer certaines fonctions du cerveau. C'est un rêve inouï. Il commence à y avoir des signes de ça. On ne sait pas. Et ce qui est clair pour moi, c'est aussi on est dans une quatrième révolution pour l'humanité. Moi, je trouve ça fascinant, mais ça va aussi définir ce qu'on dit, ce qui est humain. Qu'est-ce que c'est humain dans cette nouvelle constellation? J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au flipper, le type est entré dans le bar, a commandé un jambon beurre, puis s'est approché de moi, m'a regardé comme ça, t'as des bottes mon pote, elles me bottent. Je vais à Rix et des Santiago, viens faire un tour dans terrain vague, je vais t'apprendre un jeu rigolo, à grands coups de chaîne de vélo, je te fais tes bottes à la baston, moi j'ai dit, laisse béton. Il m'a filé une baigne, je lui ai filé une torgnole, il m'a filé une châtaigne, je lui ai filé mes grolles. J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au comptoir, le type est entré dans le bar, a commandé un café noir, puis m'a tapé sur l'épaule, m'a regardé d'un air drôle. T'as un blouson mecton, et pas bidon. Moi je me jette sur mon scooter, avec ça je serai un vrai rocker. Viens faire un tour dans la ruelle, je te montrerai mon opinet, je te chourafferai ton blouson. Moi j'ai dit, laisse béton. Il m'a filé une belle